Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce journal. 72 heures après les attentats de Ouagadougou, des attentats qui ont fait plus de 29 morts et des dizaines de blessés, les populations burkinabées toujours sous le choc. Les rues de Ouaga sont presque vides. Le deuil décrété par le président Roch-Marc Christian Kaboré se vit dans le calme. Les enquêtes et l'identification des corps se poursuivent. La capitale burkinabé vit son deuil, dans le calme, 48 heures après l'attaque. Victimes ou témoins, les Burkinabés sont encore sous le choc. Ça a tiré de partout. Toute la nuit, vraiment, c'était une grande frayeur. On ne savait pas qu'on allait venir. On a essayé d'appeler nos familles, mais pour dire que bon, c'est pas sûr qu'on allait encore se revoir. Ouais, sur le choc, enfin, quand je ferme les yeux, je vois le visage de ce connard de terroriste là. Voilà. Ben, c'est pas facile. Hein. Et puis bon, tu sens que s'il n'était pas âgé, c'était un enfant. Quoi. Ça fait peur. Ça fait peur. Mais depuis avant-hier, là, il y a de manger, mais nous, on ne peut pas manger. Les rues de Ouaga sont vides, les Ouagalais résilients. Nous serons plus vigilants, mais ça ne peut pas nous empêcher de vivre avec nos autres frères ailleurs, que tu sois noir ou blanc, que tu sois chrétien ou musulman. Ce dimanche, les opérations de ratissage se poursuivent à Ouagadougou à la recherche d'éventuels djihadistes qui se seraient cachés après l'attaque. Les enquêteurs travaillent toujours sur les lieux du carnage, tandis que l'identification des corps et des nationalités se poursuit. Mais on annonce déjà parmi les victimes 5 Burkinabés, 6 Canadiens, 2 Français, 1 Portugais, 2 Suisses, 1 Néerlandais et 1 Américain. La présidente du Libéria, Ellen Johnson, sur les faits arrivés hier dimanche en fin d'après-midi à Abidjan, accueillie par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. À son arrivée, elle vient dans le cadre du 2e Conseil conjoint des chefs traditionnels et de communautés de Côte d'Ivoire et du Libéria qui se tiendra aujourd'hui même lundi à Guiglo. La première rencontre du genre en présence des 2 chefs d'État avait eu lieu du 17 octobre 2013 à Zouédrou au Libéria. Ces rencontres ont pour objectif le renforcement de la cohésion entre les peuples frontaliers de part et d'autre de la frontière entre les 2 États et partant le renforcement de la sécurité de part et d'autre. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP et le gouvernement de Côte d'Ivoire ont signé une convention pour que la Côte d'Ivoire soit évaluée par cette structure d'évaluation internationale. L'objectif pour la Côte d'Ivoire est de promouvoir la bonne gouvernance et la transparence. Les détails avec Éric Goré. La signature du mémorandum du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP. La Côte d'Ivoire s'engage à travers ce acte qui permet d'installer la commission locale de cette structure internationale dans notre pays. Cela fait suite à un séminaire de formation des différents membres de cette commission locale. En signant ce document, la Côte d'Ivoire accepte de se faire évaluer par le MAEP. Tous les secteurs sont concernés, entre autres l'éducation, la justice et les droits de l'homme. C'est un signe de transparence et de bonne gouvernance selon le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et son hôte, le panéliste en charge de la Côte d'Ivoire du MAEP. Donner carte blanche au panéliste en chef pour qu'il fasse son travail sans interférence aucune. Dans toutes les procédures qu'on vient d'énumérer, qu'on vient de discuter avec le ministre point focal, il n'était pas seulement d'accord, mais ils sont déjà en avance. Par exemple, nous venons de dire le point de vue finance. Certains pays, en commençant leur évaluation, n'ont pas mis la procédure financière. Pendant 18 mois, les techniciens du MAEP vont s'imprégner des réalités de la Côte d'Ivoire, ce qui leur permettra d'avoir une idée de sa politique de bonne gouvernance en vue de l'orienter. Pour une meilleure insertion des jeunes sans qualification, le service civique d'action pour l'emploi et le développement de la cellule de coordination et de réinsertion ont décidé de s'unir. Ces 2 structures s'engagent à œuvrer ensemble pour favoriser l'insertion des jeunes sans emploi et sans qualification de Côte d'Ivoire. Cette signature a été officialisée à Dabou en présence du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, le ministre Sidi Touré. On en parle avec Herman Niamé. L'insertion durable des jeunes à risque ou vulnérables plus qu'une nécessité pour le gouvernement ivoirien.
Des actions sont donc menées afin de leur offrir des opportunités d'emploi. C'est tout le sens de cette signature de convention entre le service civique d'action pour l'emploi et la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion au profit des jeunes de la commune de Dabou. La question du traitement par une insertion durable des jeunes à risque ou vulnérables est plus qu'une nécessité. Il s'agit de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en Côte d'Ivoire. La cérémonie de signature de la convention de ce jour s'inscrit dans une perspective de durabilité, car le défi se présente maintenant à nous, dans ces termes que la Côte d'Ivoire veut être émergente à l'horizon 2020, et c'est par le traitement durable de la problématique de la resocialisation en vue d'une insertion réussie des jeunes que cela doit passer. Ce partenariat entre ces deux structures va permettre aux jeunes de 18 à 30 ans en voie de marginalisation, sans diplôme, sans qualification et sans titre professionnel, de bénéficier d'une formation qualifiante d'une durée minimale de 12 mois, dont 3 de formation civique et citoyenne. Par cette convention, la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion s'engage, par la voix de son coordonnateur Ago Christian, à mettre à la disposition du service civique d'action pour l'emploi et le développement les infrastructures, le matériel et les compétences pour réussir l'insertion durable des jeunes bénéficiaires. L'objectif général est de permettre une resocialisation réussie des jeunes dans des centres de formation résidentielle dont l'encadrement et les règles de vie s'inspirent du modèle militaire afin de donner aux stagiaires un cadre d'éducation et d'instruction très favorable à leur insertion ou réinsertion socio-professionnelle. Le retour à la terre des jeunes diplômés et déscolarisés reste un moyen efficace d'insertion des jeunes. À Sakassou, ce retour volontaire est désormais une réalité. Plusieurs de ces jeunes sont devenus des producteurs, mais non sans quelques difficultés, dont notamment l'accès difficile aux terres culturelles, l'agriculture toujours manuelle et cherté des intrants et matériels agricoles. Soro Corona. Ces rizières, champs d'igname, de manioc et de cultures maraîchères appartiennent aux jeunes diplômés et déscolarisés retournés volontairement à la terre. Nous sommes à Nguessan-Bokukro, dans le département de Sakassou. Ici, le jeune Kwadio Nguessan Michel est diplômé en économie. Il est retourné à la terre il y a de cela 3 ans. Il y a eu un BTS en finance comptable. Après ça, j'ai fait le cycle ingénieur. Il y a eu un CDD à Abidjan. Quand le CDD a pris terme, je n'arrivais plus à payer mes coûts. Donc, je faisais assez de demandes et il n'y avait pas de suite à mes demandes. Donc, ne pas vagabonder dans Abidjan. J'ai préféré rentrer au village pour travailler la terre. Comme lui, dans ce village, une dizaine de jeunes ont choisi le retour à la terre pour leur insertion dans le tissu socio-économique. Ayant quitté les études, j'ai préféré venir à la terre pour avoir un peu sur moi, pour pouvoir mener une vie abordable. Ce retour au village n'a pas été facile pour ces diplômés et déscolarisés. Le concours de certains dévanciers et autorités coutumières a été nécessaire. Quand ils viennent, j'ai dit que le travail là, de la terre, ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut bénéficier. Il faut être endurant. Aujourd'hui, ces jeunes diplômés et déscolarisés sont les meilleurs producteurs de Nguessan-Bokukro. C'était un reportage de Soro Corona commenté pour vous par Charles Datou. La Fondation Children of Africa, conformément à sa vocation de promotion de l'excellence et de soutien aux couches défavorisées, a posé des actes à Bingerville. La Fondation a remis des prix aux meilleurs élèves à l'entrée en 6e session 2015. Des kits scolaires ont été distribués à toutes les écoles primaires de la circonscription administrative de Bingerville. C'est ce que nous dit notre reporter Serge Collière. La Fondation Children of Africa récompense les meilleurs élèves à l'entrée en 6e session 2015 issus des 45 établissements primaires de la circonscription administrative de Bingerville. Ils ont reçu des fournitures scolaires et des dons en espèces. La Fondation Children of Africa apporte ainsi son soutien au mouvement Akwi Gemenfeto, initiateur de ce prix.
Kaboré Cyril, avec 164,82 points sur 170, a obtenu le premier prix. Il bénéficie de fournitures scolaires et des montants de 100 000 francs CFA. Aujourd'hui, je suis heureux. Je pense à leur dire merci. Pour Jean Ahin, cadre de Bingéville et président de l'organisation Akwe Djemen Feto, cette cérémonie vise à inculquer aux enfants les valeurs du travail. J'ai pris l'initiative de donner quelques petits moyens à des gosses qui vont en 6e et pour qui ce n'est pas évident que les parents puissent répondre. Donc quelques livres, quelques cahiers, un peu de sous pour qu'ils démarrent leur année de bonne façon. En leur disant vous êtes les meilleurs, restez les meilleurs, peut faire tilt dans leur tête et les amener à rester de grands travailleurs. Cette cérémonie de récompense dénommée la liste Ahin est aujourd'hui à sa 8e édition. Venus de 12 pays, les experts œuvrant dans le domaine privé de la santé étaient réunis récemment à Grand-Bassam pour réfléchir sur la redynamisation du système sanitaire en Afrique. C'était à l'occasion de HOSPI Africa 2016, le premier congrès régional sur le développement de l'hospitalisation privée en Afrique, organisé par l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire. Il s'agit principalement de contribuer à la constitution d'une plateforme d'échange d'expériences et de réflexion dans une perspective de la redynamisation des systèmes de santé en Côte d'Ivoire et en Afrique. Franck Quadio. En Côte d'Ivoire, 2/3 des établissements sanitaires privés fonctionnent en toute illégalité, sans agrément du ministère en charge de la santé. Une situation similaire dans plusieurs pays africains. Pour pallier ces problèmes, les experts de santé œuvrant dans le domaine privé de la santé prennent part au premier congrès du HOSPI Africa 2016, une plateforme d'échange d'expériences des principaux acteurs de l'offre de soins sur les problèmes liés au développement du secteur de l'hospitalisation privée. Nous savons que nous avons tous les mêmes problèmes dans nos différents pays. Nous disons qu'il n'y a pas deux systèmes de santé, il n'y a qu'un seul système de santé. C'est un système de santé national qui soigne toute la population des pays ici présents. 3 jours durant, ces experts de santé, venus de 12 pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et du Nord, ont donné 30 communications sur le système de santé. Le but, identifier les insuffisances du cadre institutionnel et réglementaire de développement de l'hospitalisation privée en Afrique afin d'apporter des solutions. En Côte d'Ivoire, l'hospitalisation privée assure aujourd'hui près de 40% de l'offre de soins de santé du pays, ce qui constitue un maillon important de notre système de santé. Mais des efforts restent à faire pour améliorer la qualité des soins. C'est le but de HOSPI Africa 2016 organisé par l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, ACPCI. Une femme au pouvoir à Taïwan, c'est une première dans l'histoire de ce pays. La candidate de l'opposition est devenue la première femme présidente de l'île. Elle a infligé une défaite au parti au pouvoir, le KMT, artisan du rapprochement avec Pékin que les Taïwanais ont massivement rejeté dans les urnes. 56,12% des voix contre 31% pour le parti au pouvoir qui perd ainsi sa majorité au Parlement. Cette victoire va inévitablement compliquer, voire dégrader les relations entre Taïwan et la Chine, selon des experts. La nouvelle présidente a appelé Pékin à respecter le système démocratique, l'identité nationale et l'intégrité territoriale de Taïwan. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur RTI. RTI 1, la chaîne qui rassemble.